Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir est immense de vous retrouver en ce mercredi 9 février 2022 pour revenir sur la 33e édition de la CAN Total Énergie 2021 intercamerounaise. Elle s'est achevée par le sacre des pharaons d'Égypte, mais lors de cette édition tout à fait spéciale, nous allons revenir sur certains aspects qui ont émaillé le parcours, alors le vécu de cette compétition majeure intercamerounaise. Nous allons évoquer avec vous, chères dames, chers messieurs, les aspects liés à la santé, les aspects sanitaires. Nous ferons le bilan sanitaire de cette compétition intercamerounaise. Nous reviendrons aussi sur des aspects politiques. Nous avons observé une certaine trêve, une certaine accalmie dans le landerneau politique camerounais. Nous allons essayer de savoir pourquoi, comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Nous y reviendrons aussi sur des aspects géopolitiques et même géostratégiques parce que l'on a pu observer aussi lors de cette CAN divers aspects qui se mêlaient. On a pu notamment voir sur d'autres cieux ou alors sur des cieux africains cette tentative de délocalisation de la CAN intercamerounaise. Nous avons aussi observé, et malheureusement il faut le noter, que beaucoup des pays de la sous-région n'étaient pas représentés lors des cérémonies d'ouverture et même de clôture de la CAN Total Énergie 2021 intercamerounaise. Nous allons en compagnie de vous, mesdames, messieurs, faire ce bilan-là. Nous reviendrons aussi, si le temps nous le permet, sur ces aspects économiques et même touristiques qui ont été au centre de cette édition de la CAN intercamerounaise. Voilà, mesdames, messieurs, les objets majeurs de la réflexion commune qui est la nôtre ce soir. Et nous avons, pour parler de ces choses importantes, convié sur ce plateau des personnes, que dis-je, des personnalités qui vont nous faire l'honneur, l'amitié et le plaisir de nous dire ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont pensé et même ce qu'on peut projeter au-delà de la CAN qui s'achève en terre camerounaise. Et parlant de personnalité, la toute première que j'ai l'honneur de présenter ce soir est un ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Il est enseignant, c'est un universitaire accompli, c'est une personnalité politique de premier plan. Mesdames, Messieurs, l'honneur est pour moi et la chance, que dis-je, aussi la lourde responsabilité d'introduire en ce plateau le professeur Elvis Ngolé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Mbarga. Et bienvenue. Merci, c'est toujours un très grand plaisir d'être sur votre prestigieux plateau et de partager le plateau avec des très éminentes personnalités que je connais très bien. Et donc, ça sera une opportunité pour nous tous d'enrichir votre public qui est très grand. Merci, professeur. Vous nous faites l'amitié à chaque fois que vous êtes convié sur ce plateau de venir, de nous étayer sur ces aspects géostratégiques, politiques que vous maîtrisez tant. J'ai oublié, lorsque je vous présentais, de préciser que vous êtes ancien ministre de la République, ancien ministre des Relations extérieures, ancien ministre des Eaux et Forêts et de la Faune. Oui, aussi, vous êtes une éminente personnalité en termes de rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur le ministre, merci encore une fois d'être là sur ce plateau. Alors, vous l'aurez constaté, quelques soucis au niveau de cette présentation, mais nous allons faire les choses bien et je m'en vais me tourner vers la première personne qui me venait en tête lorsque j'introduisais cette émission. Lui, c'est un ancien candidat à l'élection présidentielle, plus besoin de le noter. Il préside aux destinées du mouvement Les Libérateurs, c'est un fait. Il est aussi enseignant d'université, c'est une réalité. Pour moi, mesdames, messieurs, c'est un honneur et un plaisir de dire bonsoir et bienvenue au professeur Olivier Billet. Je vous dis bonsoir à vous, Stéphane Barga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis ravi de cette invitation post-CAN, n'est-ce pas? Je suis heureux d'être en compagnie des éminentes personnalités que vous avez invitées à ce plateau. Je retrouve avec évidemment beaucoup de joie mon copanéliste habituel, un tout petit peu sur des plateaux ici et là, le ministre Ngolé, que je salue chaleureusement. Je salue également la copanéliste qui est à ma droite, mais il ne m'appartient pas de la présenter. Je crois que... Merci, professeur, il va faire mon travail. Voilà, découvrir, mais davantage, permettez-moi de lui dire bonsoir également. Merci, professeur Billet, pour votre présence sur ce plateau. Vous avez évoqué une panéliste. C'est un honneur aussi, mesdames, messieurs, pour moi de dire bonsoir et bienvenue au docteur, désormais professeur, j'espère, Gonomba Rose, la directrice générale de l'ANACOM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mbarga, Stéphane.
Bonsoir à tous les Camerounais. C'est un privilège et un honneur de partager ce plateau avec ces grandes personnalités. Je suis tout ému. Et merci et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, je précise que vous n'êtes pas la seule dame annoncée sur ce plateau. La dernière est tout en chemin. Nous espérons qu'elle nous reviendra avant que nous n'entrions véritablement dans le déroulé consécutif de ce programme. Vous noterez aussi, lors de mon introduction, que le professeur Ngolé n'a jamais été candidat à l'élection présidentielle. C'est un soutien actif et fervent du président Paul Biya qui... Ce choix est fidèle. Je suis fidèle à ce choix. Je précise qu'il est infidèle. Alors, maintenant que l'impair est réparé, chers messieurs et dames, nous allons d'abord évoquer, et je le disais en introduction de ce plateau, l'aspect qui a le plus effrayé et même défrayé la chronique lorsqu'on en évoquait la CAN Total Énergie 2021 intercamerounaise. On a beaucoup parlé de Covid-19 et de cette crise qui était annoncée du côté du Cameroun, où l'on évoquait même un variant camerounais. Beaucoup ont estimé que ce serait l'hécatombe si l'Afrique du football se retrouvait intercamerounaise. Je me tourne vers vous, docteur Ngonomba Larose. Est-ce que, au vu de la compétition que vous avez observée sur le plan sanitaire, l'objectif a été atteint, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu d'hécatombe. Le Cameroun est parvenu à être résilient et à préserver les nombreux visiteurs et touristes qui sont venus. Je vous remercie. Nous rendons grâce à Dieu parce que souvent dans notre pays, quand nous-mêmes qui sommes au front, il y a parfois des informations qui arrivent et on se demande si ça veut dire on est dépassé. Donc non. Nous pouvons dire que ça s'est très bien passé. On a même eu des feedbacks quand même d'un certain nombre de chefs de mission qui ont témoigné vraiment que ça s'est bien passé. Il y avait un bon dispositif, même au niveau sanitaire local. Déjà, je ne sais pas si je peux déjà... Allez-y, docteur, vous êtes là pour ça. Le gouvernement, dont à travers notre cher ministère, nous avons mis en œuvre une stratégie de dépistage du Covid-19 durant la CAN qui est venue en fait compléter le dispositif qui est déjà en place et qui permet de filtrer chaque jour, chaque fois qu'il y a des vols, des avions qui arrivent dans notre territoire, de pouvoir filtrer les gens, mais en même temps aussi de continuer la sensibilisation, la surveillance, pour amener le plus de Camerounais possible à se faire dépister et à se faire vacciner. Et cette stratégie donc, avait bien sûr des volets laboratoires, volets prise en charge des cas, surveillance psychologique, etc. Mais surtout, elle a permis, n'est-ce pas, de développer donc une plateforme nationale qui avait des démembrements régionaux et qui était en relation technique directe pour que les infirmeries, les postes avancés qui ont été mis en place au niveau des différents stades soient en relation directe avec nos formations sanitaires, tous ces relais, afin que vraiment tout se passe bien. On pouvait avoir son passe sanitaire à ces endroits, tout comme on pouvait l'avoir si on allait dans les hôpitaux. Et je crois que vraiment, tout le monde a applaudi et peut-être qu'il faut vraiment pour une fois qu'on dise qu'on a bien fait chez nous. Alors docteur, je reste avec vous, c'est vous la spécialiste du domaine sur ce plateau. Beaucoup aussi ont remarqué ces différentes vagues ou alors ces différents cas décelés dans les équipes qui sont arrivées en terre camerounaise. Comment comprendre qu'il y a des équipes qui sont arrivées et qui ont passé toutes les étapes au niveau des aéroports se retrouvent ainsi dans les chambres d'hôtel où l'on parvient à déceler des cas de Covid-19 alors que les premiers examens avaient été faits et que les examens s'étaient révélés négatifs? Bon, je vais essayer d'expliquer. Vous savez, cette maladie, c'est une maladie qui attaque le système immunitaire. Oui. Donc, c'est clair que c'est une maladie qui peut se manifester si on est dans un stress élevé. Et je pense qu'il y avait une telle pression. Parce que rien qu'en voyant les matchs, on imaginait la pression que pouvaient avoir tous ces joueurs.
Je peux le dire comme ça, mais nous savons aussi qu'il y avait tellement d'animations quand même autour. Nous avions des fan zones quand même assez spéciales qui peut-être parfois ne s'accommodaient pas au processus strict des équipes qui devaient rester confinées dans les hôtels. Il est possible qu'il y ait peut-être des gens qui se dissimulaient peut-être la nuit pour aller dans ces fan zones parce que c'était intéressant. Oui. Et puis bon, c'est vraiment un point de vue personnel, mais nous n'avons pas vraiment fait d'études sérieuses au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir comprendre pourquoi il y a eu ça, ou des comptes expertises. Vous savez que le dépistage n'était pas fait par nous. Oui. Le dépistage était fait par des laboratoires privés de la CAF. Donc, nous n'avons pas pu. Mais j'essaye juste d'expliquer cela. Je crois qu'on a même des gens aujourd'hui qui se retrouvent positifs alors qu'ils ne sont pas malades. Bon, ce virus est un peu comme ça. Hein, on parle de porteurs sains ou autres. Mais nous, au ministère de la Santé, nous n'avons pas fait de contre-expertise pour savoir si c'était un problème de test ou autre chose. Mais il y avait... C'était ça, on constatait ça et je pense que la CAF a pris ses responsabilités, puis c'est elle qui était responsable, n'est-ce pas, sur le plan sanitaire. Merci, docteur. Professeur Billet, je me tourne vers vous. Cet aspect Covid et aspect sanitaire a longtemps fait craindre. Même un renvoi de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise, beaucoup estimaient, au vu des chiffres, parfois erronés aussi, il faut le reconnaître, que le Cameroun n'était pas prêt sanitairement à accueillir l'Afrique du football. On a vu le ministère de la Santé, aux côtés du laboratoire agréé par la CAF, essayer comme ça de pallier en termes de dépistage à cette hécatombe annoncée. Mais on a aussi vu, lors du déroulé de la compétition, des cas qui sont revenus et même une adhésion populaire qui a quelque peu été freinée par les contraintes sanitaires imposées, il faut le préciser encore une fois, par la CAF. Alors, l'impression qui s'ensuit, c'est que peut-être, sans toutes ces polémiques autour du Covid, la compétition aurait eu une autre couleur, peut-être même une autre dimension. Alors, écoutez, dans un premier temps, je voudrais me réjouir en tant que Camerounais des conditions dans lesquelles, finalement, globalement, cette compétition s'est déroulée. Il y a lieu de considérer que le défi n'était pas gagné d'avance. Il y a eu énormément de contraintes, il y a eu énormément de périls sur le Cameroun relativement à cet événement. Il y a même eu des menaces de délocalisation, vous l'avez relevé tout à l'heure, de cette CAN, mais le Cameroun a tenu. Je crois que c'est quelque chose qui est suffisamment important pour être relevé. Il me semble que les citoyens de ce pays ont désiré, 50 ans après, que la CAN soit hébergée par le Cameroun. Des efforts considérables ont été consentis, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure, sur le plan financier notamment, pour que des stades puissent être construits, qu'un certain nombre d'infrastructures puissent être également réalisées en terre camerounaise. Il me semble que de ce point de vue, la volonté, la détermination n'ont jamais manqué, et c'est plutôt une bonne chose. Cela étant dit, je reviens à la problématique sanitaire que vous avez mentionnée. D'une manière générale, je souscris à ce que le docteur Ngono a indiqué tout à l'heure relativement aux différentes mesures qui ont été prises au niveau du Cameroun. Il me semble que cette CAN a d'ailleurs été révélatrice de quelque chose de très clair. Au départ de la compétition, vous avez bien remarqué que les Camerounais étaient réticents, étaient rétifs, même à l'idée d'aller au stade parce que les conditions qui avaient été édictées étaient celles de la vaccination, qui était une sorte de condition pour accéder au stade. Et je suis de ces acteurs qui, de manière extrêmement claire, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme pour dire, si vous persistez dans cette voie-là, les Camerounais n'iront pas au stade. Et nous allons avoir des stades vides sur l'ensemble du territoire. Et c'est précisément ce qui a été observé très clairement.
Oui. Il me semble d'ailleurs avoir publié une tribune sur cette question-là, qui était intitulée « Oui à la CAN, non à l'obligation vaccinale pour l'accès au stade ». Et donc, c'est pour dire que, dans le fond, Professeur, excusez-moi si je vous interromps un moment, mais n'était-ce pas dangereux? On aurait pu accuser le leader que vous êtes de sacrifier la santé des Camerounais au détriment de... Mais non, Stéphane Barga, en réalité, il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Le Cameroun n'a pas attendu la CAN pour vivre. La vie des Camerounais au quotidien, dans nos marchés, dans nos universités, dans nos entreprises, dans nos villes, etc., est une vie qui est rythmée par, si vous voulez, par le fait que très clairement, les Camerounais y vivent sans avoir besoin d'être vaccinés. Est-ce que vous comprenez cela? Et que même dans une perspective mondiale, planétaire, nous constatons que ce qui est important, c'est que des personnes qui sont à risque, les populations à risque, sont celles-là qui sont évidemment susceptibles de recevoir le vaccin. Oui. Mais que voulez-vous embarquer des populations entières dans une histoire de vaccin, alors même qu'au quotidien, elles vivent sans ce vaccin-là, sur lequel d'ailleurs, évidemment, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a autour de cette problématique du vaccin, avec évidemment ce que certains appellent théorie du complot, alors même que le complot même peut se révéler avéré quelque part. Bon, moi je laisse ce débat-là, mais je dis simplement que nous n'avons pas eu besoin, nous au Cameroun, n'est-ce pas, la CAN ne peut pas être un prétexte pour venir organiser des opérations de vaccination massives sur notre territoire. Oui. Et ça, moi, je le dis avec toute la détermination qui est la mienne, pour dire que... Encore un petit stop, professeur. Vous êtes politique aussi. C'est pas un secret. Oui. Mais là, vous ramenez... Mais le politique prend ses responsabilités vis-à-vis de son peuple. C'est ce que j'interroge à l'instant. Bien sûr. Alors, là, vous ramenez un peu à contre-courant d'orientation du chef de l'État qui exhortait plutôt les Camerounais en prévision de l'événement à se faire vacciner. Stéphane Barga, soyons sérieux. Moi, je veux vous dire, j'ai eu l'occasion sur ce plateau même de saluer l'attitude du chef de l'État. Je le dis, hein, vous savez, je ne suis pas un de ces obligés. Ces militants sont là. J'ai eu l'occasion de le dire. Le président Biya, que nous savons lire quand même au bout de 40 ans, n'est pas quelqu'un qu'on voit arborer le masque. Ce n'est pas quelqu'un qui, de manière véritablement convaincue, a dit aux Camerounais, allez vous faire vacciner. J'ai parlé d'orientation. Entendons-nous bien. Sachons faire la différence entre des oukases, entre le diktat qui a été déployé par la CAF et par des organisations internationales comme la FIFA, etc., et par tous les lobbies mondiaux qui sont derrière l'affaire du vaccin, pour imposer à ce pays rebelle-là de faire vacciner ses populations. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ce qui s'est passé véritablement, c'est que, constatant que le Cameroun était un petit peu dos au mur, eh bien, l'on a organisé une conférence de presse pour exiger que, eh bien, que les gens se vaccinent avant d'aller au stade. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est un message qui est passé simplement parce que le Cameroun a accepté ça, parce qu'il y avait la menace du retrait de l'organisation de la CAN sur notre pays. Oui. Ce n'est pas tant que ça parce que véritablement les autorités camerounaises le voulaient. Mais je dois dire aussi que c'est là que je déplore en effet aussi, si vous voulez, un certain nombre d'attitudes qui participent de notre gouvernance, de notre comportement sur le plan géopolitique. C'est-à-dire qu'un État sérieux, un État souverain, ce n'est pas un État qui se laisse dicter sa conduite par une association sportive, fût-elle la FIFA ou la CAF, non. Un État comme le Cameroun est un État souverain qui doit avoir je dirais, le courage de ses décisions et qui doit être capable de dire que, voilà, écoutez, nous avons une contrainte, nous avons une population dont nous constatons très clairement au quotidien qu'elle est rétive à la problématique de la vaccination. Eh bien, permettez que les populations puissent, à la rigueur, faire un test, mais laisser tomber la clause de la vaccination. Voilà ce qui a manqué du point de vue du courage politique au gouvernement camerounais. Et il me semble que, vous avez constaté avec moi d'ailleurs que finalement, ce qui s'est imposé comme logique, c'est celle-là qui a consisté à
laisser tomber cette affaire de vaccin et de permettre aux gens d'aller dans les stades tout à fait librement. Voilà. Merci, professeur Billet, pour cette première prise de parole concernant justement cette problématique sanitaire durant cette CAN intercamerounaise. Mesdames, Messieurs, le temps pour moi de dire bonsoir et bienvenue à Françoise Pouenet, avec laquelle nous allons évoquer les aspects liés à l'économie, au secteur touristique et même surtout au volet hôtelier. Autant le dire, elle préside aux destinées du groupe Franco Hôtel. Bonsoir et bienvenue, chère madame. Bonsoir. Vous arrivez au moment où nous avons commencé déjà à évoquer des aspects qui sont ceux de la santé pendant cette CAN intercamerounaise. Et vous, je sais que vous avez eu à recevoir des délégations qui sont venues de l'Afrique, particulièrement celle du Zimbabwe ou du Malawi, je crois, ne pas me tromper. Et véritablement, comment est-ce que cela s'est déroulé lorsqu'on a évoqué les aspects sanitaires dans l'entité que vous présidez? Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Président. Je voulais dire le beau-fils. Bonsoir, ma mère. C'est ma mère. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Professeur, bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Je suis venue avec un peu de retard parce que j'ai retrouvé des bouchons à l'arrivée ici. Oh là là. Mais je suis quand même là. Merci d'être venu. Ben, sur le plan sanitaire, l'hôtel était prêt. Nous avons rénové l'hôtel. Nous avons même prévu le détecteur de chaleur dans le rôle de l'hôtel pour détecter la chaleur de toutes les personnes qui rentraient dans l'hôtel. Et actuellement aussi, ce n'était pas seulement pour la CAN, mais on continue de détecter la chaleur. On avait aménagé une infirmerie à cet effet pour conduire donc toutes les personnes qui avaient donc les températures élevées à l'infirmerie à l'effet de les tester afin donc qu'ils rentrent dans l'hôtel. Donc sur le plan sanitaire, toutes les mesures avaient été prises, y compris donc les gels hydroalcooliques, les ports de masques, la distanciation était respectée. Si vous avez fait un tour à l'hôtel Franco ces derniers temps, vous avez dû bien constater que les mesures barrières ont été suffisamment respectées. Et aussi, par la grâce de Dieu, à la fin, nous n'avons reçu aucun cas de Covid à l'hôtel Franco. Merci pour la précision, chère madame. Alors, je reste avec vous et je vous interroge là sur l'actrice de cet univers que vous êtes. Nous avons des sélections qui se sont plaintes de la qualité de l'accueil qui leur était réservé en terre camerounaise. La sélection gambienne, en l'occurrence, qui était du côté de l'Ouest, qui s'est retrouvée comme ça à décrier le fait qu'ils se soient retrouvés 3 à 4 par chambre. Est-ce que vous, en tant qu'actrice de ce milieu-là, cela a été possible pendant cette CAN, qu'une infrastructure hôtelière puisse prendre sur elle, avec cette menace sanitaire qui planait, de pouvoir aller à ce genre d'extrémité, de retrouver 2 à 3 personnes par chambre? Moi, je n'étais pas à l'Ouest. Donc, je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas vues. Je n'étais pas à l'Ouest. Mais j'ai néanmoins, l'hôtel Franco a été sélectionné pour accueillir les officiels de la CAF. Mais avant que les officiels de la CAF n'arrivent à l'hôtel Franco, nous avons reçu les Zimbabwéens qui ont séjourné à l'hôtel Franco pendant 8 jours. Et ils sont partis tellement satisfaits. Ils ont d'ailleurs passé les fêtes de Nouvel An avec nous. Et ils n'étaient pas 4 ou 2 dans une chambre. Moi, je viens d'apprendre ça sur votre plateau télé, qu'il y avait des hôtels qui prenaient 4 personnes. C'est une allégation du coach gambien qui estimait que sur le plan infrastructurel, le Cameroun avait un peu manqué à son devoir au vu de l'infrastructure qui leur avait été proposée. C'est vrai que plus tard, il était de façon sibylline revenu sur ces déclarations. Mais bon, j'interroge l'actrice du milieu, comme j'ai dit, et peut-être une pionnière dans cet univers-là, pour avoir le feedback dans le milieu par rapport à la qualité de la réception qui a été offerte aux différentes délégations qui sont venues en terre camerounaise. Moi, en ce qui me concerne personnellement, l'hôtel Franco, nous avons non seulement relooké l'hôtel, mais nous avons fait l'extension. Nous avons aujourd'hui une capacité de 160 chambres. Donc, on était capable d'accueillir environ 3 équipes.
Donc pour nous, c'était pas un problème. Et vu aujourd'hui sur la place de Yaoundé, parce que là vous parlez de Bafoussam, oui. Vu la place de Yaoundé, moi je pense pas que les gens ont eu vraiment les problèmes d'hébergement sur Yaoundé. À Bafoussam, ben, je n'y ai pas été, donc je vais pas commencer à débattre des villes où je n'ai pas séjourné. Mais je vais surtout dire que j'ai eu le privilège vraiment de participer donc, à cette CAN qui me tenait tant à cœur. Oui. Je vous assure que si je ne prenais pas part active à cette CAN-là, je crois que j'aurais peut-être fait l'AVC. Quelque chose me serait... J'aurais dû peut-être attraper l'AVC. Donc, surtout parce que je voulais défendre la place des femmes. Oui. Parce que vous regardez du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y avait aucune femme. Mais oui. Donc j'étais déterminée à faire en sorte que quand les Africains se retrouvent au Cameroun, qu'ils voient que les femmes aussi sont capables de réaliser des hôtels au Cameroun. Oui. C'était le challenge et je crois que je l'ai réussi. Et je pense que on peut dire tout ce qu'on peut dire. Nous avons l'habitude de voyager tous. Hein. Vous savez, le Cameroun est subdivisé de 10 régions. Oui. Et quand vous rassemblez tous ces 10 régions-là, je pense que si on regarde en Afrique, nous serons les champions. Parce que quand vous regardez Yaoundé, vous regardez Douala, vous allez à Garoua, vous allez à Bafoussam. Mais quand vous allez dans d'autres pays, ce n'est pas beaucoup de régions comme ça. Donc je pense que si maintenant vous faites tous les ratios de toutes ces régions-là, je pense que le Cameroun méritait d'organiser cette coupe. Et je pense pour ma part qu'il y a eu beaucoup de manquements, hein, où il n'y a pas d'œuvre parfaite. Oui. Mais je pense que les Camerounais eux-mêmes qui attendaient cette coupe, on va dire depuis 50 ans, quand même. Hein. Oui. Et je pense qu'il y a eu pas mal de ratés à tous les niveaux. Mais je pense que vraiment s'il fallait noter sur le plan infrastructurel, je dirais que vraiment sur la place de Yaoundé, vraiment les hôteliers étaient prêts pour accueillir cette CAN. Merci, chère madame, pour votre première lecture en ce qui concerne le secteur que vous représentez ici. Alors, monsieur le ministre angolais, le professeur Bilé a parlé tout à l'heure de courage politique lorsqu'il évoquait la position camerounaise face à un diktat de la CAF par rapport aux contraintes sanitaires. Est-ce que vous pensez que le Cameroun a trop donné ou alors trop fléchi au risque de perdre l'adhésion populaire qui était véritablement, qui était une ambition, parce qu'on voulait que la CAN soit sucrée et que la fête soit belle et même populaire. Mais en cédant aux orientations de la CAF en termes de contraintes sanitaires, la fête a commencé tout le moins timidement, monsieur le ministre. Mais en fin de compte, ça a réussi. C'est pour ça que j'ai dit que, vous savez, quand vous regardez ces CAN, vous allez dire ceci, vous allez voir que le bilan est largement positif, malgré tous les défis que nous connaissons nous tous. Et que vraiment, cette CAN, c'était un grand succès pour le Cameroun. Nous, en sciences politiques, nous disons toujours, puisque j'ai suivi ce que le président Bilé a dit. Vous savez, en sciences politiques, on dit, quand on dit un pays est souverain. Oui. Ça veut dire exactement quoi? Ça veut dire que la première qualité de la souveraineté, c'est que vous avez la capacité de prendre des décisions et de l'assumer. Quel que soit le cas, malgré les défis, vous prenez les décisions et vous assumez. C'est-à-dire, face à toutes ces menaces, face à tous ces dictats, face à ça, il faut féliciter la vision du chef de l'État et son courage, qui est le reflet de la volonté des Camerounais. C'est-à-dire, on a vu cette vision et ce courage, et donc tous ces menaces et ces dictats non pas donné, puisque, et la deuxième qualité de la souveraineté, c'est que, est-ce que le peuple adhère? Vous avez dit qu'au début, face à ces dictats, c'était comme si... professeur. Non, mais largement, nous avons atterri sur, c'est-à-dire, une adhérence incroyable, puisque les Camerounais étaient pleins dans les stades. Donc c'est ça, cette conclusion, il faut retenir. Il ne faut pas retenir une sorte de constat qui est, c'est-à-dire, défaitiste ou bien fataliste. Voilà, et surtout dans les zones anglophones où il y avait des menaces que nous connaissons, compte tenu de la situation là-bas. Mais vous, finalement, vous voyez que à Limbe,
Les stades étaient remplis. À Boya. Là, mais les stades étaient remplis. Reconnaissez quand même qu'au départ, c'était assez timide. Non, mais pourquoi vous voulez le départ? Regardez la conclusion. C'est-à-dire, enfin, ça a réussi largement. On a même. C'est-à-dire que la région du Sud-Ouest a montré que, d'abord, c'est une région qui est partie intégrante de la nation et de la République camerounaise. Oui. Et qu'il adhère, cette région adhère à la politique, à la vision Ça, c'est vrai. du chef de l'État. Donc, nous avons à féliciter non seulement cette vision, mais ce courage. C'est-à-dire que si vous devez noter notre souveraineté sur ce plan-là, vous avez dit, face aux menaces, face aux dictats, le Cameroun est vraiment vainqueur. Il a réussi. Donc, vous pouvez donner au Cameroun 19 sur 20, puisque le Cameroun a montré que il ne peut pas céder aux dictats ou bien aux menaces. Et les Camerounais ont adhéré. C'est-à-dire qu'il faut féliciter les Camerounais. Ils ont adhéré, puisque nous avons tout vu. Les stades pleins et que, bien sûr, nous sommes touchés par le fait qu'il y a eu cette bousculade qui a fait malheureusement. Mais, vous savez, le Cameroun n'est pas, j'ai dit toujours aux gens, la souveraineté ne permet pas à ce que quelqu'un ou une nation comme le Cameroun cède c'est-à-dire que c'est un pays de succès. Le Cameroun, c'est un pays de succès. Et c'est pour cela qu'on appelle les lions indomptables. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dompter le Cameroun. Le Cameroun va toujours vaincre les problèmes, les défis, il va toujours aller de l'avant. Et c'est ça le pays. C'est pour cela que ce succès, ce bilan positif, reste une référence en Afrique. N'oubliez pas qu'il y a 54 pays africains. Le Cameroun a fait ce qui va rester dans les mémoires, une référence. Bien sûr, on va parler de problèmes, mais c'est tout à fait, madame, le DG vient de dire tout à l'heure, aucune œuvre, madame le DG aussi a dit, aucune œuvre est parfaite. Mais nous sommes un pays, c'est-à-dire les Camerounais croient à eux-mêmes. Et ils adhèrent à la vision et au courage de leur président. Et que tous ces dictats, toutes ces menaces sur la forme sanitaire ou autre, les Camerounais sont... Ils n'ont pas peur. C'est pour cela que l'équipe s'appelle les Lions indomptables. Merci, monsieur le ministre. C'est ça le Cameroun. Merci, je reconnais bien le politique que vous êtes dans cette lecture. Alors, madame le DG, je reviens vers vous pour des aspects plus techniques. On l'a vu, lorsque cette pandémie de Covid-19 a fait son apparition sur la scène internationale, lorsqu'elle est arrivée au Cameroun, on a vu la résilience de la thérapeutique camerounaise. On a vu une thérapeutique locale qui s'est déployée et qui a été estampillée de succès. On a eu des félicitations, mais on se serait attendu, lorsque le Cameroun accueillait l'Afrique du football en ces terres, que ce soit cette thérapeutique-là qui soit mise en avant et qu'elle accompagne peut-être cette médecine moderne dans le déploiement pour la CAN. Mais on a plutôt vu que l'expertise camerounaise à ce niveau-là a été mise de côté pour faire confiance à une expertise venue d'ailleurs. Est-ce que là, on peut se poser des questions quant à la capacité du Cameroun véritablement à imposer son expertise sur la scène internationale? En tout cas, je vous remercie pour cette question, M. Mbarga. Mais je voudrais que vous compreniez que la CAF était la principale responsable. Oui. Et vous imaginez bien qu'en faisant venir des équipes avec des membres des dites équipes, il y a ce qu'on appelle l'assurance, c'est-à-dire la gestion des risques. Oui. Il y a la notion de gestion des risques qui est très importante. Parce que s'il arrive quelque chose à quelqu'un, les assurances, c'est là où elles sont pointilleuses pour dire, voilà, vous aurez dû faire vacciner, vous aurez dû. Donc, sans être l'avocat de la CAF, on devait mettre un certain nombre de dispositions pour s'assurer qu'en cas de problème, on a fait ce qu'il faut. Donc, c'est ce que nous appelons la gestion des risques. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'expertise locale, non, bien au contraire, cette expertise s'est bien révélée, puisqu'il se dit à quel niveau, madame le directeur, on peut bien la retrouver dans le déploiement de la CAN? Mais il se dit que les joueurs camerounais n'étaient jamais positifs. Ah voilà. Oui, et c'est devenu d'ailleurs un problème, parce qu'on nous a fait des procès pour cela. C'est vrai. Et il se dit que
nos joueurs ont été valablement encadrés par tous ces médicaments adjuvants du Covid qui ont un rôle préventif avéré, puisque ce sont des médecines qui font partie de notre patrimoine thérapeutique national depuis des années. Oui. Et que c'est ça qu'ils prenaient comme thé le matin, à midi, le soir, et que nous avons donc pu tous constater qu'ils n'étaient pas positifs. Donc moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui reviendront après. Oui. Et heureusement, nous avions l'agence de promotion des investissements. Oui. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir après pour qu'on sache qu'est-ce qu'on a donné aux Lions indomptables pour qu'ils n'aient pas été testés positifs, puisque la plupart des équipes avaient plusieurs joueurs positifs. Merci, Madame le directeur. À l'hôtel Franco aussi, on a testé personnes positives. On avait plus de 160 personnes hébergées dans l'hôtel. Vous avez des tisanes alors particulières, hein, là-bas, le matin. Alors, professeur Billet, j'interroge toujours, au-delà de l'enseignant de communication que vous êtes, j'interroge le politique justement sur ces aspects-là où le Cameroun a eu maille à partir avec ces différentes entités qui faisaient craindre justement cette crise sanitaire. Vous avez loué et salué ici l'expertise camerounaise en ce moment, mais au-delà de ça, les étrangers qui étaient chez nous, eux, ils ont vu quelques magouilles ou bien quelques soupçons pour que le Cameroun soit favorisé. Cela a été abondamment relayé. Est-ce que vous, l'observateur averti que vous êtes, vous y croyez à cette suspicion qui a failli naître sur une certaine prépondérance de la médecine camerounaise, sur une certaine protection des footballeurs camerounais vis-à-vis des autres qui étaient laissés à la merci du Covid pendant la compétition? Écoutez, on a tous un tout petit peu entendu ces controverses-là sur le Cameroun. Mais je dois vous dire à titre personnel que non, je n'y crois pas un seul instant. Oui. Je ne pense pas que le Cameroun se soit organisé de quelque manière que ce soit pour, je dirais, être favorisé. Oui. Vous savez, la compétition, la CAN, elle est quand même organisée par la CAF. Et il appartient naturellement, évidemment, à chaque délégation de se prémunir aussi contre ce Covid-là, n'est-ce pas? Alors, je crois que nous l'avons déjà dit ici, par le passé, les alternatives thérapeutiques endogènes, c'est quelque chose de très important en réalité. Mais c'est des choses qui demeurent souvent encore dans le registre du secret de la confidentialité. Oui. Peut-être parce que, bien sûr, l'extraordinaire médicament de Monseigneur Cléda n'est pas connu par tout le monde. Peut-être parce que Ngoumbetara n'est pas connu de tout le monde. Mais bien évidemment, vous voyez, cette résilience d'ailleurs que les Camerounais ont pu déployer sur Covid depuis le début de cette pandémie-là, elle procède précisément de la mobilisation de ces alternatives thérapeutiques endogènes, essentiellement. Oui. Mais aussi, sans doute aussi, d'un certain nombre de... d'éléments de la médecine moderne qui ont pu être déployés ça et là, sans doute. Oui. Madame le directeur général est là, elle est là. On a pu voir cela. Mais je crois que quand vous allez dans nos campagnes, par exemple, vous constatez que les gens y sont. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas Covid là-bas. Oui. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à boire Mendi Maison, nous sommes habitués à consommer, à vivre une vie qui est une vie très naturelle, très sobre, et qui n'autorise pas, si vous voulez, la propagation de cette... Il faut dire aussi une chose. Vous savez, les Camerounais et les Africains ont quelque chose d'extraordinaire qu'il faut également signaler ici, et que peut-être d'autres sociétés n'ont pas. La résilience spirituelle. Ah oui. Vous savez, moi je suis le père du foyisme politique. Et je vois bien ce que les Camerounais ont pu déployer dans les chapelles, dans les églises, dans les mosquées. Oui. Face à ce quand cette pandémie est advenue. Ils ne se sont pas croisés les bras. On a prié partout pour dire que cette affaire reste là où elle est. Et donc, là où elle a commencé. Ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est en Afrique d'une manière générale. Mais voyez-vous, en ce qui concerne sans doute les pays qui ont été frappés, on peut relever quand même aussi que ce n'est pas tous les pays investis dans cette compétition qui ont été frappés. Regardez l'Égypte par exemple. Oui. L'Égypte n'a pas eu de gros problèmes relativement à Covid. Hein. Oui. Tous leurs joueurs ont été maintenus sur le terrain. Hein.
Quasiment. Ça veut dire que, très clairement, il y a sans doute là des pays malins, des pays bien organisés, des pays futés, qui ont su, sans doute, développer, sinon de la discipline en interne, pour ne pas sortir et avoir des contacts qui pouvaient être des contacts dangereux, au moins, probablement, des petites tisanes, comme disait Madame le DG, et que peut-être qu'à l'hôtel Franco, on a pu faire boire, n'est-ce pas, aux personnes qui étaient hébergées là-bas, etc. Je crois que face à Covid, nous avons tous, d'ailleurs, Stéphane Barga, au quotidien, depuis 2020, au minimum, chacun de nous appuie. Moi, je vous dis, dans ma voiture, là, si vous allez regarder, vous allez trouver un petit thermos avec un thé qui est très amer et qui n'autorise pas le passage. Avec votre permission, ce que je voulais ajouter, ayant été donc sur le terrain, c'est que il faudrait que nous sachions que on ne testait pas les joueurs sans la présence de leur médecin. Donc c'est très contradictoire. Donc ce que les uns et les autres pensent que c'était fait exprès pour sortir, déclarer les autres positifs, c'était pas possible. Parce que c'était fait, moi j'ai vécu ça à mon hôtel, c'était contradictoire. C'est-à-dire c'était en présence des médecins, des équipes. Ça ne se faisait pas individuellement. Non, non, c'était très contradictoire. Mais je voudrais, si vous le permettez, je ne sais pas si c'est un point qui va faire l'objet d'une... Mais comme on a commencé à l'aborder ici, je voulais quand même dire que par-delà ces efforts que nous avons accomplis, pour ne pas être pris à défaut relativement à cette affaire de Covid, je voulais quand même, dans le registre de la santé et de la vie, bien évidemment, déplorer ce qui s'est quand même passé, qui a occasionné la disparition quand même assez terrible de 8 de nos concitoyens. Au niveau du stade Olembe. Je crois que c'est quelque chose de suffisamment important pour être relevé. Je ne peux pas, dans ma position de politique, je ne peux ne pas évoquer également ce qui est arrivé à Olive's Night Club, dans ce cabaret à Bastos, où nous avons perdu, je crois, 16 à 17 de nos concitoyens également. C'est presque une demi-cinquantaine de Camerounais qui sont tombés quand même, dans des circonstances assez énigmatiques par ailleurs. Vous comprenez? C'est quelque chose de suffisamment grave pour être signalé. Nous ne pouvons pas nous réjouir. Même si nous avions gagné cette CAN, je peux vous assurer que pour moi, elle aurait eu un goût très amer. Parce que les gens ne doivent pas mourir à l'occasion d'une fête comme celle-là. Au contraire, les gens doivent vivre. Ça doit être un facteur de production de la vie et non pas un facteur de production de la mort. Il faudra bien qu'on nous dise pourquoi, véritablement... alors, on a vu des rapports qui ont été produits ça et là, des enquêtes qui ont été diligentées, etc. Mais moi, je vous dis, je veux espérer que ce soit des choses qui relèvent simplement du domaine du rationnel. Je veux espérer cela. Parce que je ne peux pas concevoir que on a des compétitions quand même qui se passent partout dans le monde entier, parfois des compétitions plus, je dirais, de plus grande envergure, où des morts ne sont pas enregistrés, et qu'au Cameroun, on est quand même une demi-cinquantaine de Camerounais qui tombent ainsi. J'ai d'ailleurs un enfant qui est un camarade des miens, un jeune Jean Tabier de 3e. Ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Cette disparition-là, et toutes les autres me paraissent quelque chose d'absolument insupportable. Et je crois que nous avons le devoir d'adresser aux familles de tous ces disparus-là, en tout cas, toute ma compassion est la plus émue. Voilà ce que je tenais à dire également. Merci, professeur Billet, pour ce rappel triste et douloureux de ces nombreux morts intercamerounaises lors du déroulé de cette CAN Total Énergie 2021 intercamerounaise. Nous avons dit, un mot, madame le docteur. Oui, je crois qu'on a bien parlé des médecines alternatives qui nous ont fait rigoler parce que nous tous, nous les pratiquons d'ailleurs. Mais je voudrais quand même relever ici que on a quand même vu le savoir-faire du personnel santé du ministère de la Santé qui était là de jour et de nuit dans les différents points qui avaient été mis en place pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de bousculade ou de longues
que file d'attente, pardon, pour se faire le dépistage et autres. On a vu toutes ces équipes qui étaient là même, qui ont vacciné les gens et qui avaient mis en place des petits lits de repos, hein, pour s'assurer dans les 15 minutes après le vaccin que des manifestations post-immunitaires sévères ne se font pas. Et lorsque nous regardons tout cela, nous constatons quand même que cette CAN aura permis à notre département ministériel quand même de tester un peu plus ou près de 200 000 personnes, ce qui était quand même quelque chose de formidable pour nos points au niveau de la stratégie nationale de riposte. Mais aussi, on a eu notre pourcentage, c'est-à-dire de vaccination rate, qui est monté quand même d'1,5 point, donc on est passé de à peine 4, quelque chose, on est quand même arrivé à 6, ce qui est intéressant, puisque malgré tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, la vaccination permet quand même d'atténuer les signes de sévérité qui sont souvent mortels dans cette maladie. Et on a donc vu cette collaboration. J'ai bien aimé lorsque la DG de Franco parlait de cette collaboration. Madame le PDG. PDG, bien sûr, Madame le PDG. On a vu cette collaboration vraiment pour que sur le plan sanitaire, on puisse donc atteindre nos objectifs. Et pour nous, c'est vraiment un gain. Et d'ailleurs, nous sommes en train de compiler toutes ces informations en ce moment pour pouvoir relever l'impact réel que cela a eu dans notre stratégie de riposte. Donc, c'était quand même important qu'on parle de cette expertise moderne où nous étions là avec, bien sûr, les médecins de la CAF pour s'assurer justement que zéro Covid, et je crois que globalement, on peut dire qu'il y a eu zéro Covid. Merci, Madame le DG, pour ce rapport de la résilience et de l'expertise camerounaise qui s'est véritablement affirmé lors de cette compétition CAN Total Énergie 2021. Nous allons, sans transition, mesdames, messieurs, quitter les aspects sanitaires pour nous retrouver maintenant sur des aspects un peu plus économiques, touristique même, et je vais me tourner vers vous, Madame Pouené, vous, actrice du milieu, de ce milieu-là. L'économie camerounaise attendait beaucoup de cet événement qui rassemblait une foultitude de pays, de touristes, d'étrangers. Dans ces terres, est-ce que l'économie camerounaise, au sortir de cet événement, juste quelques jours, vous avez l'impression qu'il y a eu un gain particulier à accueillir l'Afrique du football en terre camerounaise? Ben, moi, je dirais canne sucrée, mais plutôt canne un peu salée du côté de l'hôtellerie. Oui. Parce qu'on n'a pas eu le boom qu'on attendait. Parce que vous savez, avec des différentes restrictions, beaucoup de gens n'ont pas voyagé. Oui. Moi, j'ai eu donc ce privilège parce que j'avais été sélectionnée et puis avoir le contrat pour héberger donc les officiels de la CAF qui étaient au nombre de 56. Oui. Mais j'avais quand même 160 chambres à remplir que je n'ai pas pu remplir complètement tout au long de la CAN. Et quand je dis CAN salée, parce que pour les entreprises, nous attendions de gagner de l'argent. Oui. Et l'État, par ailleurs, nous a imposé le prix, le tarif. C'est-à-dire les hôtels de 4 étoiles, l'État payait 55 000 francs TTC la chambre. Oui. Je trouvais ça quand même... Moi, j'ai accepté parce que moi, je suis... patriote. Moi, je suis une patriote. J'ai dit, ben, je suis déjà très heureuse de prendre part active à la CAN. Mais c'était quand même dommage de voir quand même que les hôtels de 4 étoiles, qu'on les paye 55 000 francs TTC la chambre. Et c'était généralisé pour tous les hôtels de 4 étoiles. Et je n'ai pas compris le fait qu'on paye 55 000 francs pour les hôtels de 4 étoiles et 55 000 francs aussi pour les hôtels de 3 étoiles. Je n'ai pas bien compris. Et un autre tarif qui est resté très discret pour les hôtels de 5 étoiles. Moi, ça m'a un peu gêné de voir tous ces 2 poids, 4 mesures. Et moi, personnellement, je n'ai pas bénéficié de l'accompagnement de l'État.
Oui. Et les autres ont bénéficié Alors, de l'accompagnement. J'arrive, vous ne m'interrompez pas. Est-ce que- Vous ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. On est dans l'économie. Oui, oui. On est dans l'économie. Je voudrais qu'on C'est vous qui m'avez interpellé. Oui, allez-y. Voilà. Je disais ceci, monsieur. J'étais en train de vous dire que moi, personnellement, je n'ai par exemple pas bénéficié de l'accompagnement de l'État. Mais par contre, l'État m'a obligé 55 000 francs CFA, comme ceux qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'État. Oui, C'est aussi 2 poids, 2 mesures. oui. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, sur le plan économique, on n'a pas eu le boom qu'on attendait. Et sur le plan des recettes, avec l'État du Cameroun, on n'a pas gagné de l'argent. Oui, On n'a pas gagné de l'argent parce que vous ne pouvez pas expliquer que l'hôtel Franco soit par payé exemple, oui, à 5... L'hôtel Franco, tous les hôtels de 4 étoiles, c'était les mêmes prix. voilà. Soit payé à 55 000 francs TTC, la chambre par jour, et le petit déjeuner, la pension complète à 30 000 francs par joueur, par jour. C'est quand même un problème. Parce que je pensais que c'était le moment où que jamais que l'État devrait soutenir l'économie. Oui, Mais bien sûr, monsieur, parce que l'État pouvait louer les champs même à 200 000 francs pour faire même rattraper les pertes que les hôtels ont eues pendant toute la période de Covid. Oui. C'était un moment important pour Oui, nous pour oui, gagner oui. l'argent. Donc moi, je pense que à ce niveau-là, il y a quand même eu un problème. Quand j'ai été me plaindre, moi personnellement, parce que moi je me plains, hein, Oui. je suis allée me plaindre, et bien les uns et les autres se sont dit, mais Mami Nyanga vient d'arriver dans la CAN, elle n'était même pas sélectionnée, on ne sait même pas d'où elle sort en dernière minute, elle vient maintenant contester les prix qui ont déjà été fixés auparavant. Moi j'ai trouvé ça un peu dommage. oui. Franchement, c'était dommage de voir que les hôtels n'aient pas gagné de l'argent pendant cette coupe. C'est vraiment dommage. Parce que quand vous investissez, moi pour accueillir la CAN, j'ai investi environ 12 milliards de francs CFA. Mais si je dois investir 12 millions de francs CFA pour venir vendre la chambre à 55 000 francs CFA, mais il y a un problème. Et TTC, plus la taxe de séjour. Donc à la fin, vous vendez la chambre à 30 000 francs CFA. Il y a un problème. Moi, j'ai accepté ça parce que, bon, je dis, mais j'accompagne le chef de l'État pour qui il s'est tellement investi dans cette canne qui lui tenait tant à cœur. Je dis, mais moi, je suis une biaïste. Je dis, mais moi, j'accompagne le président de la République. Mais c'est dommage. C'est plutôt une canne salée. Canne salée pour vous, Madame Pouené, et je me tourne vers un acteur du système étatique, le ministre angolais. Alors, monsieur le ministre, le secteur économique espérait beaucoup de cette compétition. On avait prévu un boom à ce niveau-là pour les entrées. On parlait de touristes, on parlait d'hôtels rénovés. On a même imposé un cahier de charges à ces entités-là. Madame la PDG en parlait. Le cahier de charges a été respecté par la partie hôtelière, mais malheureusement, l'État souverain n'a pas été au rendez-vous de l'accompagnement. Je ne veux pas dire que l'État souverain n'a pas été au rendez-vous, puisque l'État, la cœur de la CAN était une décision souveraine de l'État camerounais, Oui. pilotée par son chef, en toute souveraineté. Et donc, cet État qui a manifesté ce courage, cette vision, sait très bien qu'il y aura des problèmes ou des contraintes. Oui. Économiques ou sanitaires et autres. Je suis convaincu que les problèmes que vient de soulever Madame le PDG, ces problèmes seront réglés puisque nous avons un chef et un État qui encourage l'entreprise privée, Oui. qui encourage l'économie, c'est-à-dire que le secteur privé. Madame Et le PDG, suis pas convaincu. d'une occasion Oui, oui. qui était la CAN pour booster. Elle est revenue sur ce manquement de l'État pendant la période post-CAN qui a été marquée véritablement par le Covid-19 où beaucoup L'État d'entités, était absent. l'État n'a pas soutenu le secteur privé, mais beaucoup d'entrepreneurs En arrière espéraient aussi. que la CAN soit ce rendez-vous-là où l'État se réconcilierait avec le secteur privé. Ça Mais n'a pas été le malheureusement, cas. au niveau du secteur qui est le sien,
Ça n'a pas Non, été on le ne perd cas. pas espoir. Hein, parce que, comme a dit Excellence, on est ici, on continue de prier, de croiser le doigt et Voilà. le chef de l'État ne va pas nous abandonner. Heureusement, Ça, c'est sûr. FDM vous a dit qu'elle est bien, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire Elle sait qu'elle sait que ça revient que toujours. le président Biya, le chef de l'État, dans sa vision politique, Oui. qui encourage le secteur privé Privé, et qui ah, encourage, Va il tenir va tout compte. faire, va tenir compte. Il faut être positif puisque nous avons tenu une canne qui s'est, c'est-à-dire qui s'est terminée En beauté. en beauté. Oui. Et quand quelque chose est beau ou belle, il faut oublier ou bien il ne faut pas faire comme si des problèmes, des défis ou des sons. Non, non, il faut dire ceci, c'était beau. Et que tous ces défis-là, Manquements. tous ces manquements, Oui. puisqu'on croit. C'est ça aussi la souveraineté. C'est-à-dire, l'un des messages de cette canne au Cameroun, qui s'est tenu au Cameroun, c'est que le Cameroun a montré en Afrique et dans le monde entier que La il solidarité. est capable et qu'il y a la solidarité Solidarité. nationale. Oui. Et que avec cette capacité et cette solidarité, le Cameroun peut faire, le Cameroun peut vaincre, le Cameroun peut soulever n'importe quel défi, y compris les défis économiques et autres. C'est pour ça Il faut qu'on a être- atteint tous les problèmes économiques, Voilà. on a atteint Il les faut problèmes de être guerre, on a convaincu. fait les Il cannes, faut être et convaincu. maintenant on Il faut attend donc croire. que, Voilà. voilà, Ça va, on c'est-à-dire attend que- les retombées. On attend les retombées. Je ça. suis, mais restez positif, Ouais. puisqu'on croit. Il faut que nous croyons. Il ne faut pas que nous soyons les Africains qui ne croient pas en eux-mêmes. Vous savez, les autres veulent faire toujours comme si l'Afrique ne mérite pas d'être, ou les Africains ne méritent pas d'être Tout à fait. des hommes et des femmes comme tout homme et Tout à toute fait, femme partout dans le monde. Oui. On vous donner l'impression que nous, les Africains, il y a toujours des manquements. Non, ce n'est pas une Afrique de manquements. Voici une Afrique. Le Cameroun a montré que le Cameroun est dans une Afrique ou fait partie d'une Afrique debout, Oui. une Afrique qui bouge, une Afrique qui donne des résultats et une Afrique qui gère les contraintes ou les défis. Et laissons-nous. Ce que les autres nous disent là, ça c'est ce que j'appelle la guerre psychologique pour nous rendre faibles, pour nous rendre. Merci. Non, Merci. non, non. L'Afrique, il faut que nous soyons des hommes et des femmes. Une Afrique qui croit en lui-même. Ah ouais. Merci, monsieur le ministre, pour ces propos teintés de panafricanisme. Merci. Madame le directeur général, beaucoup aussi espéraient, dans le déroulé de cette compétition interafricaine, une meilleure implication des entités publiques et même parapubliques. Là encore, on a eu véritablement quelques difficultés à les voir s'exprimer. Et c'est nous ici, on exhortait ces entreprises parapubliques là qui ont beaucoup d'argent à ne serait-ce que payer des billets pour les Camerounais de façon patriotique, de façon citoyenne. Là encore, on n'a pas senti ce véritable mouvement de boost de l'économie attendue. On n'a pas vu de grandes promotions. On a même vu, fait inédit, des entités externes au tissu économique camerounais venir et faire beaucoup de lobbying, beaucoup de promotion, alors que les mastodontes camerounais avaient de la peine à s'exprimer, Madame le directeur général. Je pense que nous ne devons quand même pas oublier que nous préparons cette canne depuis pas mal d'années. Oui. Hein. Ce qui a quand même pesé négativement sur notre balance globale Oui. au niveau national. Et puis, à côté de ça, on a quand même 2 guerres, ou 3 même. Hein. Parce que nous faisons parfois, c'est vrai que comme nous sommes dans la zone calme, on n'a pas idée de ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça veut dire que sur le plan national, on a des problèmes de dette intérieure qu'on n'arrive pas toujours vraiment à assumer. Les entreprises publiques et parapubliques même sont en crise justement parce que les subventions, c'est pour ça d'ailleurs je salue la participation active de notre API national qui s'est vraiment déployée. Agence promotion des investissements. Des investissements, oui. C'était très bien. Donc on est quand même dans une situation de perfusion quand même depuis 5 ans dans notre pays où on a vraiment du mal à s'en sortir. Et je crois que ce n'est que ça qui pouvait justifier
parce que dans ce genre de marché de la Oui. CAF, on pose les choses cartes sur table. Hein. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que si vous prenez le dépistage, par exemple, hein, antidopage, hein, c'est-à-dire que si le LANACOM voulait aller se positionner Oui. pour faire le dépistage, par exemple, antidopage, il faut aller proposer, n'est-ce pas, un plan Oui. qui a un coût et il faut pouvoir monter patte blanche, qu'on est capable, n'est-ce pas, de répondre Oui. à tout, puisque ici, il y a la notion de gestion des risques qui est toujours là, qu'il faut Oui. pouvoir assumer. Donc, ce n'était pas quelque chose de facile. Bon, vous me direz, peut-être qu'on aurait pu s'organiser au sein du GICAM, peut-être. Oui. Par exemple, pour créer un groupe, peut-être, mais je pense qu'on a quand même eu notre UCB national qui a réussi quand même à braver le contrat pour être quand même la boisson officielle. Moi, Oui. je pense qu'on ne peut pas oublier ça. Je pense que nous devons nous réjouir de savoir quand même que UCB a été la boisson officielle avec tous ces produits. Même comme les analystes plus éclairés que nous, madame le Oui. directeur, vous diront qu'ils n'ont pas eux aussi été soutenus par l'État. Ça veut dire quand même que c'est Bon, justement, c'est ça le problème. individuelles Tout le monde et des veut particuliers le qui sont soutien de l'État. Bien sûr. Et l'État est en difficulté aussi. Hein. Moi, je crois qu'il faut qu'on voit quand même tout ce que l'État a investi au niveau des infrastructures. C'est quand même extraordinaire de voir ces stades incroyables. Hein. Et c'était même pas seulement à Yaoundé et à Douala. Moi, j'étais à Bafoussam. Je suis allé voir ce stade de près. Celui de Garoua, celui de Limbé. Et moi, je pense que on est tellement habitué à être chouchouté, hein, monsieur le professeur Collet, que à la fin, on pense que c'est normal qu'on nous donne cet argent, mais je pense que cet effort national que le professeur venait de finaliser a été fait par les Camerounais par rapport à cette CAN. Et je pense que cet effort national... Maintenant, nous attendons les récompenses. Voilà. Nous attendons les décorations. Et il y aura. Merci, En tout madame cas, moi, le je DG. crois. Alors, Président Billet, je me tourne vers vous, peut-être pour un son de cloche différent, peut-être pas. Mais le constat est là, la CAN n'aura pas véritablement servi à dynamiser ou à redynamiser un secteur L'économie privé, en général. privé, une économie parfois un tout petit peu morose ces derniers temps. Beaucoup espéraient en termes de qualité de vie, en termes peut-être d'entrée des devises, une meilleure dynamique au sortir de cet événement. On a plutôt l'impression que c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. On a vu durant cette CAN des lois même qui ont été validées au sein de l'Assemblée nationale, pardonnez-moi pour l'expression, une loi sur la taxe téléphonie mobile, une loi sur les tontines, alors que c'était un moment où les Camerounais étaient concentrés vers des enjeux plus sportifs et des distractions. On a l'impression, globalement, au sortir de l'événement, que le côté économique est plutôt morose et le bilan de ce côté-là a l'air plutôt mitigé. Alors, vous savez, nous sommes dans un contexte très convivial là ce soir avec des dames, avec des dames qui par ailleurs La variété. disent de belles choses. Ce que nous demandons de pas être gentil. Voilà, on va être gentil. Et du coup, vous voyez, vous me mettez moi en difficulté. Parce que en même temps, voilà. Mais si vous voulez, puisque nous sommes quand même en face des Camerounais et que nous avons le sujet de l'économie qui est quand même, je crois, finalement peut-être le sujet le plus important. Oui. Autour finalement de la CAN, Oui. d'une manière globale, on est obligé de faire un peu d'analyse en effet. Oui. Voilà, l'analyse, on ne peut pas y échapper. Voilà. Madame la PDG a évoqué ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait. On a d'ailleurs vu comment est-ce que son organisation préparait cette CAN. Oui. Du coup, je suis surpris qu'elle nous dise que le groupe n'était pas impliqué, mais quand même, on a vu... Peut-être qu'elle s'attendait à un meilleur accompagnement de Non, l'État. non, mais non, je veux dire que Moi, je n'ai rien reçu. les de ça extensions, encore, jusqu'à maintenant. la belle extension, Pourtant, les autres ont reçu, c'est ce que je voulais dire. Oui, bien sûr, mais la belle extension
prévoyait naturellement qu'elle était, nous l'a laissé penser qu'elle était impliquée dans cette affaire qui est la CAN, et moi j'étais le premier à être ravi de cela. Oui. Parce qu'effectivement, vous savez, des femmes chefs d'entreprise chez nous, on n'en a pas des millions. Et de ce niveau-là, Oui. vous comprenez, moi elle le sait, hein, je lui exprime toujours ma fierté relativement à ce qu'elle représente. Pour nous, pour l'économie camerounaise, c'est une battante. Oui. Et je crois qu'effectivement, ce type d'acteur a besoin de soutien. Il me semble que, au demeurant, vous savez, quand vous avez un événement comme celui-là, ce qui se passe dans les pays où les choses s'organisent à peu près correctement, parce que nous, souvent, on est un peu dans l'amateurisme, à vrai dire. On invite les hommes d'affaires autour d'une table et on leur dit, notamment les hôteliers, on leur dit, voilà, mes chers amis, compte tenu de telle raison, motif, eh bien, nous sommes dans une négociation qui est difficile. Aidez-nous. Ça, c'est le gouvernement qui peut faire cette démarche-là. Oui. Dire, voilà, on va bloquer le coût de la chambre à 55 000 francs, TTC, mais considérez que vous allez peut-être bénéficier de crédits d'impôt dans un autre domaine. Une exonération, par L'exonération exemple. fiscale et d'autres Oui. choses qui peuvent... Voilà, donc il peut y avoir des avantages à d'autres niveaux, bien évidemment. Et ça, c'est un État qui développe une certaine vision qui peut présenter les choses comme ça. Oui. On ne vous impose pas un tarif comme ça. L'économie, elle est libérale. L'économie, elle est fondamentale. On a dit qu'on est dans le libéralisme économique. On n'est pas dans une économie administrée. Oui. C'est choquant ce que j'entends. On ne peut pas arrêter, bloquer des tarifs de chambre à 55 000 francs. D'ailleurs, je ne sais pas d'où venait cet argent-là. Est-ce qu'il venait des poches de la CAF ou des poches du gouvernement camerounais? Je peux imaginer que c'est... Mais peu importe. quel que soit l'organisme qui devait payer ces frais-là, cela ne se fait pas en économie libérale. Et je crois que... le professeur Ngolen ne me contredira pas là-dessus. Lui qui est un spécialiste de questions de relations économiques internationales, il sait bien que nous sommes dans le temps de, n'est-ce pas, du néolibéralisme qui est un temps où on laisse faire et on laisse aller, comme disait Adam Smith. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire aussi sur cette question-là, c'est que, voyez-vous, les Camerounais vont devoir payer la note. Oui. Bien sûr. Je parle des citoyens. Tout à Oui. fait. Parce que l'argent qui a été déployé pour la construction des infrastructures de toute nature, chacun sait à quel point le gouvernement camerounais est asphyxié sur le plan budgétaire. Madame le directeur général n'a pas eu tort de le relever ici. Les contraintes budgétaires de l'État du Cameroun sont considérables. C'est-à-dire que nous sommes dans des situations de presque banqueroute en réalité. Ouais. Oui, il faut bien le dire. Je Pas jusque-là quand même. Non, non, mais je dis que si... C'est un thème quand même fort. Non, non, mais je dis que si nous étions une entreprise, si les États fonctionnaient comme des entreprises, je peux vous assurer que beaucoup d'États auraient mis la clé sous le paillasson. Oui. Mais comme nous sommes un gouvernement, il est certain que ça ne peut pas arriver dans tous les cas. Mais considérez que l'endettement de l'État du Cameroun sur toutes les infrastructures qui ont été réalisées, sur ceci, sur cela relativement à la CAN, il va falloir qu'après l'événement, 25 ans. que le citoyen soit informé. Oui. Je pense que le niveau d'endettement de l'État du gouvernement, de l'État du Cameroun d'une manière générale, qui se situait déjà à presque 35-40% du PIB, eh bien, il va être important que les ministères de l'économie et des finances nous disent que voilà, nous avons engagé tel volume financier, tel volume d'emprunt, n'est-ce pas, d'endettement sur la CAN, et que désormais nous sommes, vous devez savoir, et chaque Camerounais devrait savoir, que le ratio qui est admis généralement par les institutions financières, que ce soit au niveau de la CEMAC ou au niveau mondial, FMI, etc., c'est 60% du PIB, Oui. l'endettement. Oui. Nous sommes en train de nous rapprocher inexorablement vers Vous faites bien d'évoquer ce point. Est-ce que la stratégie qui était celle du gouvernement, qui est même celle du gouvernement, parce que je précise que le ministre SGPR était hier du côté de l'MB pour essayer de voir comment l'extension, parce qu'on parle d'un complexe, on nous a beaucoup parlé des stades, le ministre était là-bas hier pour essayer de voir comment vont se déployer les différentes infrastructures manquantes pour qu'ils soient en complexe. Oui. Est-ce que la stratégie était bonne?
parce qu'on est parti d'une entreprise à une autre, d'un crédit Non, à un autre. Stéphane Barga, je vous d'un arrête, ajout je vous à un arrête tout autre. de suite. Je vous arrête tout de suite pour vous dire que moi, mon souhait, Oui. c'est qu'on arrête de la saigner. Il faut C'est que bon, les gens, il il faut faut que les gens arrêter à ce niveau, arrêtent. oui. Il faut que les gens arrêtent. Parce que dans ce pays, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous savez, vous le savez, vous êtes journaliste, c'est vous qui nous avez renseigné, entre autres, qu'il y a eu une gabegie financière absolument insupportable sur cette canne-là. Je dis bien insupportable. La même gabegie, et madame le directeur général le sait aussi dans son secteur de la santé, nous avons un scandale sur les 180 milliards sur Covid. Mais sur la canne, comment concevoir que sur un certain nombre de chantiers, vous avez la benne de sable qui vous est facturée. Attendez, la benne de sable qui vaut 120 000 francs, elle est facturée à 700 000 francs. En termes de pourcentage, je ne sais pas si les économistes savent nous dire ce que ça représente. Ça n'a aucun sens sur le plan, j'ai envie de dire, de la conception économique des choses. Le sac de ciment, qui doit être facturé à 4 500 francs, est facturé à 17 000 francs. C'est-à-dire que tous ces grands travaux qui ont été engagés par l'État du Cameroun sont devenus des occasions de distraction de l'argent public absolument insupportable et inacceptable. Et considérer que c'est le destin des générations futures qui est ainsi engagé parce que le Cameroun n'a pas d'autre source de revenus sur lesquelles il peut compter. C'est un véritable drame. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut arrêter. Il faut d'abord que nous fassions un audit très clair de ce qui a été engagé jusqu'ici, que les Camerounais en soient informés et que par la suite on voit là où nous allons. Oui. Ok? Parce qu'on ne peut pas laisser un pays exsangue après un événement dont par ailleurs les infrastructures, comme chacun le sait, les infrastructures sportives, ça n'est pas les infrastructures les plus rentables du monde qui soient. Hein? Attention. Elles doivent être entretenues. Ou n'oubliez, non, en plus, non seulement il faut qu'elles soient entretenues, mais regardez l'exemple du Gabon. Au Gabon, c'est des gros rats, des hérissons qu'on retrouve dans les stades. Oui. Alors, dans des environnements comme les nôtres, comment vous faites pour rentabiliser des investissements de ce type-là? Vous faites quoi? Vous faites comment? Ça n'est pas évident du tout. Ça n'est pas des investissements du genre, je dirais, des investissements productifs qui peuvent être directement profitables à l'État et générer des ressources dans l'immédiat. Ce sont des investissements qui sont rentables peut-être sur le très long terme. Et que dire même de trois mesures de la concurrence déloyale? Madame Poney, moi je reviens vers vous. Vous avez dénoncé un état de choses où vous n'avez pas bénéficié, pour dire les choses simplement, de ce soutien-là que d'autres ont eu. La concurrence déloyale. La concurrence déloyale. Je vous interroge, chère madame, sur la stratégie qui était la vôtre. Madame le directeur général parlait d'une entité telle le GICAM qui pouvait être un interlocuteur crédible vis-à-vis de l'État. Est-ce que c'est le rang dispersé qu'on a parfois observé pendant la préparation de cet événement qui a conduit malheureusement à ce que certains acteurs majeurs comme vous soient tout simplement oubliés dans le partage des subventions? Moi, je ne dirais pas que c'était un problème de GICAM, puisque vous savez, en ce qui concerne le tourisme, nous avons une association qui est bien, donc c'est un secteur qui est assez organisé. Oui. Donc ça ne dépend pas seulement du GICAM. Oui. Mais s'il faut aller vers le GICAM, moi, je dirais que moi, je suis membre du GICAM. Hein. Monsieur Célestin Tawamba, qui est le président du GICAM, mais il met tout en œuvre. Il met tout en œuvre, même depuis l'arrivée de Covid-19. Nous avons fait plusieurs réunions. Nous avons été même rencontrer le Premier ministre. Je crois qu'à ce jour-là, le ministre Ngolé était là. Mais on a présenté toutes ces difficultés à l'État du Cameroun. C'est pas nouveau, il n'y a aucun fait nouveau. On nous a même parlé de l'appui de l'État qui n'est jamais arrivé. Moi, par exemple, j'ai souscrit à environ 700 millions de pertes en novembre 2021. Et quand j'ai rencontré le ministre d'État en charge du tourisme, il me dit, mais vous souscrivez 700 millions. Moi, j'ai reçu 1,8 milliard pour tous les hôteliers du Cameroun.
Vous seul, vous êtes à 700 millions, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, mais si vous recevez 1,8 milliard, c'est pourquoi faire? J'ai dit, mais peut-être l'État du Cameroun n'était pas au courant des L'État n'a pas mesuré l'ampleur de l'événement. L'État n'a pas mesuré l'ampleur des difficultés, des pertes que les hôteliers, les restaurateurs. Parce que quand il parle de 1,8 milliard, c'est pas pour les hôteliers, c'est pour tout le secteur confondu. Oui. Il parle de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Il parle de tout le tourisme confondu. Alors, chère madame. Et moi, j'ai dit, l'État est bien au courant que les hôteliers, le tourisme est en difficulté au Cameroun. Oui. Maintenant, revenir question à savoir pourquoi l'hôtel Franco n'a pas bénéficié de l'accompagnement de l'État comme les autres, ça je ne peux pas vous dire. Mais c'est un constat que je fais moi aussi. Parce que c'est quand on se retrouve sur la table, en réunion, que je me rends compte moi aussi que tel a eu 2 milliards, l'autre a eu 500 millions, l'autre a eu 3 milliards. Et finalement, je me retrouve presque seule, n'avoir rien reçu. Et je me retrouve aussi seule étant une femme. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'être femme dans ce pays n'est pas un problème? Tout simplement. Parce que je me pose autant de questions. Je me demande, mais comment je peux prendre une part active à la CAN? On accompagne tout le monde, moi on ne m'accompagne pas. Pourquoi? Et maintenant, on vient m'imposer le prix qu'on a imposé aux autres. Donc, c'est assez embêtant. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure à monsieur le ministre, nous sommes des biaïs. Oui. Et nous sommes décidés à rester soudés et accompagner le chef de l'État. C'est pour ça, quand on dit la chambre, c'est 55 000, je dis, ben ok, je ne peux rien. Je ne veux pas décevoir le président de la République. Je ne veux pas que l'échec de la CAN vienne de Mme Françoise Pouyanné qui se clame partout biaïste. Non. Merci, chère madame. Monsieur le ministre. Oui, je voudrais ajouter à ce que Mme le PDG disait tout à l'heure, à ce que le professeur Villet disait. Vous savez, dans un contexte libéral, Oui. un État qui croit à cette idéologie du libéralisme, les problèmes posés ici se règlent tout seul. Ce qui est important, c'est qu'il faut croire. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Le libéralisme. Permettez que j'argumente un peu. Oui. Madame Pouyanné nous dresse un bilan. Elle parle d'une situation de Covid où ils n'ont pas été accompagnés, eux, secteur privé. Ils espéraient récupérer un peu de gains pendant la CAN. Là encore, à des exceptions près, elle particulièrement n'a pas reçu les faveurs de l'État. Mais je ne viens pas pleurer ici. Hein. Mon hôtel. Monsieur le ministre, on se pose la question de savoir, mais cet État qui n'accompagne pas ses investisseurs, c'est un problème au sortir de l'événement aussi. Mais c'est un État libéral qui croit en cette théorie ou cette idéologie de libéralisme. C'est-à-dire quoi? Que les doléances dont le PDG parlait tout à l'heure et les autres, ce qu'on a constaté, ces choses-là, dans un contexte et dans une logique libérale, ça se règle et ça se négocie. Oui. Je suis convaincu, puisque je suis parmi ceux-là qui croient, je pense que tout ça sera réglé à travers un partenariat, une collaboration entre l'État et le secteur privé. Je ne doute pas. Pour les autres choses dont le président Villet disait tout à l'heure, vous savez, nous sommes dans un état de droit. On laisse à cet état de gérer tous les problèmes qui sont posés. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que vous ne pouvez pas avoir une société, surtout dans un cadre, dans un contexte libéral, où les problèmes ne se posent pas. Les problèmes de tout ordre. Mais ce qui est essentiel, c'est quoi? Il ne faut pas être défaitiste en disant que c'est fini, on n'y peut rien, on est fini. Non, il faut croire, puisque dans ce même logique-là, ces problèmes vont trouver des solutions et trouvera toujours des solutions. Moi, j'étais jeune quand on a eu le mondial à Los Angeles et j'étais étudiant aux États-Unis. J'ai vu les mêmes polémiques, les mêmes problèmes se poser. Qu'est-ce qu'on fait après le mondial? J'ai eu, je crois, la même chose au Brésil, quand il y avait le mondial au Brésil ou bien en Afrique du Sud. Toutes ces polémiques qu'on a eues. Mais dans un contexte libéral où les gens croient, on finit par résoudre
ces problèmes. Et ce qui est essentiel, c'est qu'il ne faut pas céder, il ne faut pas dire que il ne faut pas être pessimiste. Oui. Il faut être optimiste et positif pour trouver des solutions. Par exemple, les doléances, donc, maintenant le PDG vient de soulever, je suis convaincu que ça va trouver une solution, puisqu'il y a, dans la vision politique qui est pilotée par le président de la République, on croit à ces partenariats privés, et ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas quelque chose qui est une sorte de slogan. C'est réel. C'est-à-dire, l'État du Cameroun, dans la vision politique du président Biya, il croit dans ce secteur privé et que les problèmes qui sont posés aujourd'hui trouveront toujours ces solutions. Madame Poigny, vous y croyez toujours? Non, mais je suis sûr que je n'y croyais pas, je ne pouvais pas m'investir. Je voulais venir vers vous. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que lorsque l'État annonce qu'il va appuyer, par exemple, les entreprises publiques dans le cadre de Covid, il va faire un budget. Oui. Tout le monde sera au courant qu'on a décidé de mobiliser 180 milliards. 1,8 milliard. Ou 1,8 milliard, disons. Mais à la fin, on peut ne pas mobiliser le fameux 1,8 milliard. Il ne faut pas oublier ça. Donc lorsqu'on n'a pas pu, l'État n'a pas pu mobiliser ce 1,8 milliard, on va se retrouver dans des situations. Il faut aussi préciser. Madame le directeur, ce qui m'embête, c'est que ça arrive. On dit que pour tout le secteur du tourisme sinistré au Cameroun, c'est-à-dire les guides touristiques, les restaurateurs, les hôteliers, sur tout l'ensemble du territoire national, l'État veut les aider à hauteur de 1,8 milliard. Je suis quand même un problème. Non, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, la réalité. Est-ce qu'il fallait distribuer 10 000 francs aux gens? La réalité, c'est que quelquefois, on ne mobilise pas ces fonds. Je voulais arriver, madame le directeur, à ce jour. Nous sommes déjà en 2022. Oui. Les 1,8 milliard, on ne sait plus. On n'a jamais rien reçu. Et c'est pour ça que, quand nous étions avec le ministre Ngolé, j'ai dit au ministre des Finances, je lui ai dit, mais cette aide risque de trouver les entreprises à la mort. Tout à fait. C'est pour ça que le professeur a dit quelque chose de fondamental. Oui. C'est qu'il faut qu'on identifie de nouvelles sources innovatives de financement. Il a parlé soit des dettes de taxes, soit, parce que l'argent frais liquide que tout le monde veut aller prendre là, à la trésorerie générale, à un moment donné, on ne l'a pas. Moi, je crois qu'il faut qu'on le retienne aussi. Mais même ça aussi, on n'a pas. En tout cas, ça dit que ces gens de compensation là aussi, on l'a pas. Non, il faut juste les formules. Moi, je m'apprêtais à vous lancer par cette question. Une économie exsangue, il faut le dire. Les acteurs sont là, ils peuvent en témoigner. Une adhésion mi-figue, mi-raisin. Bon, on a quand même eu la victoire sanitaire. Mais est-ce qu'au bilan, lorsqu'on en interroge, est-ce que l'on va vers la sortie, est-ce que cette canne en valait véritablement le coup? Bien sûr. Puisqu'on l'attend depuis 50 ans. Quelle question? Il va vous dire que... Quelle question? Non, ça valait la peine. Ça fait 50 ans que j'entends. Moi, je crois que j'étais bien contente, comme beaucoup de Camerounais, d'avoir, même si c'est une trêve, c'est-à-dire on a passé un mois où on a un peu oublié certains problèmes qui nous tiennent chaque jour. On était dans la joie. Moi, je crois que la joie fait vivre. La joie apporte aussi l'espérance et on en a besoin. Donc, on ne peut pas... Non, moi, je pense qu'il ne faut pas être radicaliste jusqu'à un tel point pour dire que non, on ne devait pas faire cette canne. C'est pour ça que je crois que ça valait la peine. Je saisis cette opportunité pour remercier encore le président de la République de nous avoir fait ce cadeau et de nous montrer que malgré les difficultés, c'était un défi et on l'a relevé. Moi, c'est ce que j'ai retenu là-dedans, que même quand on est dans le noir, il y a une lumière, on peut atteindre une lumière. Et moi, je suis contente et le reste, on va se battre. Le pays est riche, on va se battre. Les économistes vont trouver... Dans un cadre libéral. Voilà. Ils vont trouver des voies. Professeur Billet, je sors par vous sur la question. Madame Poigny a
observé un certain nombre de manquements dans ce diptyque. Secteur privé et État du Cameroun, on est, et le ministre en parlait, dans la recherche de solutions. Je vous sais très affûté sur ces thématiques-là, en une ou deux propositions pour que les acteurs qui, au sortir de cet événement, est-ce que vous avez quelques propositions pour qu'ils puissent, ne serait-ce peut-être les porter en guise de recommandation lors des prochaines rencontres avec les décideurs du Cameroun? Vous voulez parler des acteurs économiques? Les acteurs économiques qui sont un peu mis à mal par rapport à cette canne dont ils espéraient tant. Écoutez, je crois que les efforts ont été consentis, manifestement, dans une dynamique patriotique. Oui. Peut-être aussi une dynamique, on va dire, partisane. N'est-ce pas? Elle est vieilliste, elle a précisé. Je crois que quand on aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et la vie. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je considère que Madame le PDG n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir la dynamique de régime qui est là. Moi, je suis un ancien footballeur, hein, vous savez, j'ai joué au foot dans ma jeunesse. Donc, une occasion de CAN, elle est forcément bonne. Oui. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Même si, bien sûr, je suis le premier à... Moi, je vais décrier, bien sûr, des aspects purement techniques maintenant, du point de vue de l'organisation. Il y a eu beaucoup de fautes. Nous avons commis beaucoup de fautes dans le pilotage économique des projets, etc., etc. Et dans un environnement, évidemment, libéral, le professeur. Mais professeur, justement, précisément, vous voyez, beaucoup profitent souvent du caractère libéral de l'environnement pour s'installer dans l'ultralibéralisme, dans des travers qui ont tendance à créer des difficultés finalement. Parce que je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui essaye de parler en responsabilité, qui se préoccupe du destin des générations futures. On peut faire la fête aujourd'hui, on fait la fête, on dépense tout, et puis demain, on va se regarder, on mange quoi? On fait quoi? Bon, maintenant, évidemment, on est content hein, de la fête. D'une manière générale, elle était belle. Moi, je crois qu'il y a eu de belles choses qui ont été réalisées. L'une des choses, d'ailleurs, que j'ai mentionné, que j'ai relevé. Je vous ai envoyé une tribune publiée ces jours-ci. Je vous l'ai envoyé également, Monsieur le ministre. Dans cette tribune, qu'est-ce que je dis? La tribune, elle est titrée « Leçon de Cannes ». Aimons le Cameroun comme nous aimons le football. C'était une exhortation au peuple du Cameroun, d'une manière générale, pour lui dire, regardez la leçon que le football nous administre à tous là. Voyez, regardez comment est-ce que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des gens qui se tripaient, qui se bouffaient, quelque temps auparavant, pendant toute la comment, regardez comment ils sont tous à soutenir une dynamique qui est accomplie par nos garçons sur le terrain. Regardez comment, à travers l'histoire, à travers les générations, comment est-ce que nous avons souvent soutenu, plébiscité nos acteurs du domaine du sport et du football en particulier, sans considération identitaire. Dans un contexte où parfois le tribalisme finit par envahir un pays, qui est un pays qui doit comprendre que c'est quand il est solidaire, qu'il est fort. Et que quand il essaie de jouer individualisme et communautarisme, il est faible. Très clairement, c'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun ne gagne que quand il joue collectif. Et vous avez bien vu qu'à travers les générations, c'est quand on a bien vu que les joueurs que nous avons toujours acclamés, c'est qui? C'est les Mbappé. Mbappé, c'est qui? C'est Littoral, là. Hein? C'est les Eboué Jean Daniel, qui étaient, je crois, de l'Est, là-bas, chez moi. Vous avez les Roger Mila, Thomas Nkono, hein, qui est Mbamois ici. Vous aviez Abega Théophile, les Nendi Pakem, les Faye Collins, ok? Les Ngamale, l'excellent Ngamale sur le terrain. Mais nous apprécions, la leçon que j'essaie de donner aux Camerounais en tant que politique, c'est leur dire que, mais apprenez à avoir ce même comportement, y compris dans les autres domaines de la vie sociale. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas acclamer Madame Puyené-Françoise parce qu'elle est une brillante chef d'entreprise issue de la région de l'Ouest? Pourquoi vous ne pouvez pas acclamer le professeur Elvis Ngolé qui est un excellent homme politique issu de la région du Sud-Ouest? Pourquoi est-ce que si le président Bilé vous semble intéressant,
Pourquoi est-ce que vous faites des discriminations sur lui, sur sa personne? Docteur Ngonon, hein? Voilà, qui peut-être du sud ou du centre, je crois. Centre-sud. Voilà, centre-sud, etc. Et est une Mais dame. ce tableau est quand même, ce plateau est quand même mixte. Hein. Nous devons apprendre à apprécier. corsé, hein. Voici un plateau qui est quand même assez, j'ai envie de dire, divers du point de vue de ses origines. Là. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas De l'est à reconnaître l'ouest, ça? du sud à... Et on est Pourquoi? solidaires. Et je disais dans cette tribune que c'est le jour où nous allons commencer. En tout cas, si nous continuons avec nos délires habituels, là, nous devons savoir que nous amenons le Cameroun vers le trou. Mais si nous apprenons enfin à nous comporter relativement au Cameroun comme nous le faisons par rapport au football, alors nous ferons de ce pays un Eldorado extraordinaire. Oui, oui. Merci. Alors, le professeur Billet me tend une perche et c'est par cette là que nous allons sortir, chers messieurs, chères dames, par cette accalmie politique que nous avons remarqué justement pendant cette canne camerounaise, professeur Elvis Ngolé. Oui. La classe politique a tué ces querelles et ces divergences. Bien sûr, et ça c'est une des retombées de cette canne. Le président Billet parlait tout à l'heure. J'ai apprécié sa tribune qu'il a postée. Oui. Et ce n'est pas parce que je voulais le flatter. J'ai beaucoup apprécié puisque, vous savez, on a oublié que pendant cette période de la canne, sous le plan politique, on a vu que le Cameroun politique a gagné. Il y avait une union sacrée. Oui. La classe politique était solidaire. Oui. Une fois, on n'a pas entendu les querelles, même dans le Nozo où depuis 5 ans, nous avons eu pas gagné. Même là, il y avait pas gagné juste quelques jours avant la canne, professeur. C'est bien parce On a vu déjà appelé au boycott de la canne. Mais pendant la canne, il n'y a rien eu, Oui, justement. ce que je veux vous dire, c'est cette que victoire-là. il y a eu, C'est cette sur le plan victoire politique, le patriotisme qui s'est dégagée. dégagé. Et parce que finalement, les Camerounais ont constaté qu'ils aiment tellement le football, mais ils oublient que le football est camerounais et que c'est la patrie camerounaise que nous fêtons. Et donc, quand on est patriotique, et nous avons vu ce patriotisme à travers les sacrifices de Mme PDG. Le patriotisme économique. Le patriotisme économique, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Mais ce patriotisme, nous avons vu. Les Camerounais ont montré leur patriotisme à travers l'amour du football. Donc, ils ont montré qu'ils aiment la patrie. Et donc, puisque celui qui n'aime pas la patrie ne peut pas aimer même Dieu, puisque Dieu c'est le premier père. Et qu'on oublie que quand vous êtes solidaire avec votre patrie, Dieu est avec vous. Et que tous les sacrifices, on va toujours trouver des solutions. Mais quand vous faites comme si le patriotisme n'est rien, ou bien la patrie n'a pas de valeur, Tout à fait. vous risquez d'avoir beaucoup plus de problèmes. C'est pour cela qu'il faut vraiment, on doit sincèrement féliciter non seulement le chef de l'État lui-même qui a manifesté le fait qu'il a ce courage et cette vision, mais le peuple camerounais, et dans toutes les dimensions, surtout la classe politique. Moi, je ne savais pas que la classe économique aussi avait des problèmes. La classe politique, il y avait une solidarité que tout le monde a vue. On dit, il y a une nouvelle patriotisme au Cameroun à travers cette canne. C'est une bonne chose. Il faut qu'on continue sur cette lancée pour l'avenir, puisque je suis convaincu que quand on est patriotique, on peut résoudre tous les problèmes. Tout à fait. Madame Poignet, vous êtes biaïste affirmée, convaincue, convaincante. Vous avez œuvré à votre niveau pour le succès de cette canne. Mais à un moment, je le précisais, on a vu un type de discours, surtout à l'entame ou à la veille de la canne, qui tendait peut-être à boycotter cette canne, prétextant que ceux de vos formations, je sais qu'il y a des RDPC sur le plateau, avaient tendance à s'approprier l'événement en excluant les autres formations politiques et les autres Camerounais. Mais vous avez suivi suffisamment de long en large les uns et les autres. Oui. Vous avez vu que même pendant un mois, spécialement depuis pratiquement 5 ans maintenant, pendant cette canne, on n'a pas entendu les cris de Nozo, ni de l'extrême nord. Il y avait jamais, depuis 5 ans maintenant, on ne reste pas un mois sans entendre qu'il y a eu tel incident au sud-ouest ou tel incident au nord-ouest. On n'a reçu aucun incident. Et vous avez vu que le match a eu lieu à Limbe. Et ça s'est tellement bien passé. Donc moi je pense que tous ceux-là qui pensaient que
c'est pas seulement les Camerounais, hein. Même beaucoup des Africains pensaient que la CAN n'aurait pas lieu au Cameroun. Et moi, je vais vous assurer que les Camerounais n'y croyaient même pas. Mais moi, j'y croyais fermement. Les Camerounais n'y croyaient pas. Et c'est pour ça Pourquoi vous le dites avec tant de conviction, madame? Oui, parce que j'ai eu contact avec beaucoup de personnes. Oui. Vous le savez mieux que moi, que même jusqu'à la dernière minute, les uns et les autres ont dit non, vraiment, le président de la fédération est arrivé pour dire qu'il n'y aura pas la CAN parce que le coronavirus est en train de prendre de l'ampleur, etc. Donc, quand vous avez vu même qu'à Douala, moi j'ai interpellé même le gouverneur du littoral quand on m'a dit que le gazon se décollait. Moi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je dis, mais monsieur le gouverneur, on dit que le gazon, il me dit, mais Mami Yanga, je ne sais pas d'où sort cette information. Il me dit, je ne sais pas d'où sort cette information. D'ailleurs, les Lions viendront jouer ici à Douala, à Japoma, dont le gazon n'a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'il y a eu certains Camerounais qui voulaient forcément salir, ternir l'image du Cameroun, pas même forcément des politiques. Hein. Oui. Moi, je pense qu'il y avait certains Camerounais tapis sur l'ombre qui ne pensaient pas que cette CAN pouvait avoir lieu. Mais vraiment, cette CAN a eu lieu. Monsieur Billet l'a relevé tout à l'heure. Sur le plan économique, il y a beaucoup de problèmes qu'on ne va pas mettre tout aujourd'hui sur votre plateforme de Info TV. Mais je crois que les Camerounais sont assez matures. Je crois que le président de la République est aussi assez mature. Je crois que quand il a accédé à la magistrature suprême, ce qu'il a promis aux Camerounais, c'est la prospérité. Oui. Et c'est la prospérité. Il a promis la prospérité, il a promis le multipartisme. Vous voyez aujourd'hui les partis politiques, M. Billet est chef de parti politique. Enfin, quand même, ils sont Madame aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui. Doucement, quand même. Ils sont aujourd'hui. N'abusez pas de ma bienveillance. Vous voyez qu'il y a déjà des partis politiques. On peut aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on peut créer les partis politiques en moins de 72 heures. Je dis, c'est des choses que le président de la République a pas. C'est dans sa profession de foi. C'est dans sa profession de foi. C'est dans sa profession de foi. Il a parlé de la liberté. Est-ce qu'il y a un seul pays en Afrique où les gens sont libres comme au Cameroun? Où les gens s'amusent? Mais oui. Est-ce qu'il y a un seul pays en Afrique où on peut dessiner le président de la République sur toutes les formes et rester dormi tranquille chez vous? Franchement, moi je pense que le chef de l'État lui-même, je pense qu'en ce qui concerne la prospérité, il est toujours en train de rechercher cette prospérité pour les Camerounais. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'à chaque remaniement, le chef de l'État bouge ou l'économie ou les finances. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Donc lui aussi, il est toujours en train de rechercher les voies et moyens pour donner cette prospérité aux Camerounais. Et il va y arriver. Merci. Si je peux me permettre juste un petit élément. Je conclue par vous, professeur, juste sur le temps que madame la directrice dise un mot sur cette paix de braves que semble afficher aujourd'hui la classe politique camerounaise qui véritablement est restée historique pendant cette CAN. Voilà, c'est une réalité, mais comment est-ce qu'on peut espérer que cela dure lorsqu'on connaît les annonces qui ont été faites par le chef de l'État, notamment en termes de gouvernance, et il a promis qu'au sortir de la CAN, quelques têtes qui s'étaient amusées avec la fortune publique tomberaient, tout simplement. Enfin, je pense que le chef de l'État l'a toujours dit, hein, depuis qu'il a pris la magistrature suprême au Cameroun, il a toujours parlé... Les délinquants au col blanc. Donc, au moins ça, il faut qu'au niveau des autres qui se plaignent tout le temps, qu'on reconnaisse quand même qui cela. Qui se plaignent parfois à raison aussi, madame la directrice. Mais c'est normal, l'opposition doit mettre la pression, on est d'accord. Bon, alors la paix des braves, moi je crois que quelque part, cette CAN a quand même suscité une fierté dans le cœur de tous les Camerounais, comme l'a dit son Excellence tout à l'heure. Moi, je suis une panafricaniste dans ce sens, en santé publique, c'est-à-dire j'ai eu à travailler dans beaucoup de pays en Afrique. Donc, parmi les délégations, il y avait des gens qui venaient des pays qui sont des amis et ils ont apprécié le tourisme, c'est-à-dire
d'imaginer qu'ils sont à l'ouest, on les amène dans un village et ils découvrent quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que sur ce point, c'est pour ça que je voulais chuter pour dire à madame, la PDG, que elle n'a peut-être pas gagné cette fois-ci, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui viendront à Franco pour se reposer, pour faire des affaires et autres. Parce qu'ils ont trouvé... On a gagné la visibilité. Voilà, ils ont trouvé que le Cameroun était incroyablement... avait une infrastructure hôtelière unique. Moi, je l'ai entendu de la plupart d'entre eux. Et ils étaient fiers de savoir qu'en Afrique... Émerveillés, merci. En Afrique, on pouvait trouver ça. Donc, cette paix des braves... C'est parce que nous tous, finalement, quelque part, on est fiers. Si les gens se plaignent souvent, parfois, c'est parce qu'ils sont frustrés de se rendre compte qu'on n'arrive pas à faire telle ou telle chose. On aurait pu faire ça, mais on n'a pas fait, on aurait pu... Mais je crois que quelque part, les gens se sont sentis fiers. Comme mon président. De ce qu'on a vu, hein, et de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on se sent, en plus du credo des lions, qui nous a encore excité la fibre patriotique, on est quand même fiers de notre pays. Et je crois que j'espère qu'on va continuer à être fiers dans les jours qui viennent pour que cette paix des braves perdure. Merci, Madame la Directrice. Alors, professeur Bilé, c'est à vous que revient la lourde responsabilité de conclure sur cet aspect-là et sur l'émission. Alors, la classe politique aujourd'hui est dans une posture républicaine, si on peut le dire ainsi. Elle a accepté de taire les dissensions le temps de la CAN. Mais est-ce que cette posture va tenir? Est-ce que les joutes verbales, orales et parfois physiques ne vont pas réapparaître dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Professeur Bilé, vous qui êtes un ténor de l'opposition au Cameroun. Écoutez, vous savez, c'est difficile parce que Stéphane Barga, vous avez invité encore une fois des dames du pouvoir et que, comment on va dire ça, elles ont l'expression tellement fine que elles mettent un acteur comme moi en difficulté. Je crois que le professeur Ngolé l'est moins, sans doute, peut-être parce que c'est quand même la même extraction politique. Mais tout de même, ce qu'il faut dire en fait, c'est quoi? C'est que c'est bien en réalité. C'est bien quand même aussi de vivre un peu d'accalmie, non? Ça fait de mal à personne. Ça nous fait du bien à nous tous. Vous savez, la position qui consiste à... comment on va dire ça, à remettre en cause, à contester, à dire ceci, à dire ça. Ça n'est pas une position. D'ailleurs, moi, dans une de mes réflexions ces derniers jours, je sais plus, je pensais à... Mais pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas un beau match de football, finalement, entre la majorité et l'opposition? Hein? Voilà une idée que je lance, comme ça. Un match de football, je pense que ça contribuerait à apaiser un petit peu les esprits. J'ai le sentiment que parfois, peut-être le régime lui-même s'est souvent braqué. Le régime de Paul Biya s'est souvent braqué. Peut-être parce que certains acteurs de l'opposition se sont souvent comportés avec une certaine brutalité excessive dans l'approche politique. La politique n'est pas une affaire de guerre. La confrontation politique, elle est faite. Elle est constructive. Professeur, c'est une activité, comment on va dire ça? Nous sommes entrés en démocratie. Ça veut dire que le libéralisme économique qu'on évoquait tout à l'heure, nous sommes dans le domaine du libéralisme politique. Ok? Même si, évidemment, je suis le premier à dire que ce libéralisme que nous pratiquons, et je le dis à ma mère, Madame Puené, que c'est un libéralisme qui est très, très imparfait. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de scories dans notre système démocratique. Ce n'est pas le sujet du jour, mais comprenez que il ne s'agit pas de donner la possibilité aux gens de créer des partis ou des journaux. Ce n'est pas ça qui fait la démocratie. La démocratie sur le plan qualitatif, c'est quand même un ensemble d'autres paramètres qui à mettre sur la table. Il faut reconnaître qu'avant avant le président Biya, il n'y avait pas eu cette liberté-là. C'est ce que j'ai dit. La liberté, je vous le dis, qu'il vaut mieux même parfois l'autoritarisme comme en Chine, plutôt que le libertinage qui ne mène nulle part. Vous comprenez cela? Il ne s'agit pas de dire aux gens vous êtes... non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, il faut faire une lecture plus profonde des phénomènes pour bien comprendre. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je suis de ces acteurs qui dit au Cameroun, qui dit à votre régime. Parce que vous dites que vous êtes biaïste. Mais dites au président que le Cameroun politique, là,
les acteurs que nous ne sommes pas en guerre contre lui. Il n'a aucune raison de se braquer. En réalité, je l'ai dit, nous devons nous comporter comme dans l'environnement du football. Nous voulons tous voir un Cameroun rayonnant. Et le Cameroun a un destin. Il a une vocation naturelle au rayonnement. Mais si vous continuez à faire comme vous faites là, c'est-à-dire à vous replier entre vous. Mais moi, je ne me replie Attendez, pas. non, je parle pas de vous à titre personnel. Je parle du régime. Okay. Si le régime continue à se comporter comme il le fait, ça veut dire favoriser ses petits copains, se débrouiller pour manger le petit budget national entre petits copains, c'est un problème. Mais je n'ai pas été Premièrement, nous avons besoin de faire en sorte, Stéphane Barga, Oui, au Cameroun, professeur. et il est possible de créer davantage de richesses au Cameroun, considérablement de richesses. Et quand il y a énormément de richesses dans un pays, le tourisme se porte bien. Mais bien sûr. Parce que le tourisme intérieur est d'abord celui-là qui doit vitaliser ce tourisme-là. Où est le tourisme intérieur? Il n'existe presque pas. Vous comprenez? Donc ça veut dire que du point de vue de la vision politique, il faut que les dirigeants actuels du Cameroun comprennent que nous sommes dans un temps essentiel. Et je le dis toujours, le président est un patriarche qui doit utiliser son magistère aujourd'hui pour permettre que le Cameroun soit transformé. Parce que la prospérité qu'évoquait Mme Puéné, elle n'aura jamais lieu aussi longtemps que nous nous comportons comme nous le faisons. Il ne peut pas y avoir de prospérité dans un environnement d'égoïsme et de repli des acteurs. Les uns, ceux qui accèdent aux beignets et aux gâteaux, sont contents d'être riches, de rouler dans les plus belles voitures du monde, pendant que le peuple du Cameroun croupit dans la misère. Et moi, je ne me laisserai pas distraire par les propos gentils et fleuris des militants du RDPC sur ce plateau. Je vais leur dire, de dire à l'heure, d'aller dire en haut là-bas que prenons ce pays en main. Organisons-le ensemble. Organisons-le ensemble parce que ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts. Quand le Cameroun se comporte de manière individualiste avec des petits lobbies, qu'ils soient ethniques, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, etc., le Cameroun est faible. Voilà ce que je dis. Merci. À titre final. Monsieur le ministre, en une minute. Oui, dans une minute, ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans un contexte libéral. Oui. Et il faut croire. C'est ce que ce can a montré. C'est le triomphe des valeurs, le triomphe du courage. Ouais. Hein? Et que tout ce que le président Bilé dit, il faut rester positif. Oui. Puisque la CAN a donné l'espoir que les Camerounais sont matures. Ils peuvent faire. Ils peuvent. Oui. Et tant que nous restons sur ça, et nous sommes pilotés par un chef de l'État qui croit et qui est libéral par sa nature et par sa vision, n'oublions pas que dans ce pays et dans ce contexte libéral, il n'y a pas l'échec. Hein. On doit réussir. Merci, monsieur le ministre. Obligé de réussir. Merci, monsieur le ministre Elvin Golé pour cette obligation de réussite qui est comme ça prescrite à l'ensemble de la nation camerounaise. Cet ensemble que nous sommes forts, c'est ce que nous retiendrons de ce qui a été dit sur ce plateau. Nous avons essayé autant que faire se pouvait de refaire l'histoire de cette CAN, ces manquements que nous avons décriés sur des aspects économiques, ces victoires sur le plan sanitaire, cette accalmie politique qui a été saluée par l'ensemble des acteurs sur ce plateau. C'est le meilleur du Cameroun que nous avons essayé de présenter. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir réagi. Malheureusement, quelques réactions n'ont pas été relayées. Vous vous en doutez bien que nous n'avons pas eu l'opportunité. Merci d'avoir regardé Info TV. Quant à nous, bien évidemment, nous nous retrouvons toujours sur la même antenne, mais toujours aussi, vous connaissez la formule, pour de nouvelles aventures.